C'est un dispositif communautaire qui réunit 17 pays et les lois qui sont prises dans ce cadre ont une portée supérieure à nos lois. Alors, c'est ce qui est l'acte uniforme qui a été adopté d'ailleurs ici. L'acte uniforme s'appliquant dans 17 pays, est-ce qu'il y a la possibilité d'exception législative nationale? C'est ce de quoi je devrais présenter. Alors, autrement, est-ce que le décret s'inscrit dans la philosophie aussi bien de l'acte uniforme ou bien dans la philosophie même recherchée par l'acte uniforme, parce qu'on est à mesure d'exécution? Les établissements publics, mon prédécesseur a bien distingué la notion d'entreprise publique qui intègre par moment les établissements publics, parce qu'il faudra savoir ici, vous avez décidé en 2008, je crois, que les entreprises publiques vont être classées soit à des sociétés commerciales soumises au droit commun ou à des établissements publics. Il faudrait savoir que dans tous les pays de l'espace, ce n'est pas la même chose. Traditionnellement, il est distingué entre les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et commercial, devenus sociétés d'État ou sociétés d'économie. Les responsables de service sont partout, sauf là où ils doivent être. Les responsables de service font tout, sauf ce qu'ils doivent faire. Chaque fois que je me sens coincé par la force de la mafia, je suis ces gens. Et je réproque et je renforce la détermination à rendre le mal. Nous sommes en train de nous plaindre. Voilà, la ville est sale. Voilà, bien le marche, les caniveaux, il faut curer. On va les curer avec quoi? Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir. Mesdames et messieurs, les hauts magistrats et magistrats ici présents, Monsieur le bâtonnier national et honorés et distingués confrères, Mesdames et messieurs, les avocats, mes chers confrères, Mesdames et messieurs, les professeurs d'université, chers collègues ici présents, distingués invités en vos titres et qualités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel honneur de me retrouver aujourd'hui ici devant cette auguste et savante assistance pour aborder et échanger avec vous sur une question essentielle, voire vitale pour l'avenir, mieux la survie de nos entreprises publiques, de nos établissements publics et services publics. Et c'est cela le sens de la thématique d'aujourd'hui qui justement est consacrée à la sécurisation de entreprises, établissements et services publics. Avant d'aller en profondeur de ma communication, qu'il me soit permis de remercier de vive voix Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a bien voulu nous associer, c'est-à-dire les experts ici présents et moi-même, à cette réflexion, tant il est vrai que l'intérêt de la réflexion dépasse le stade purement scientifique, mais touche à l'avenir même de ces secteurs que nous appelons les secteurs des entreprises
des établissements et des services publics. Et devant une menace, parce que lorsqu'on dit qu'on doit sécuriser, on ne sécurise que contre une menace ou bien contre un mal. Et quel est le mal pour lequel le gouvernement de la République, au travers du ministre du portefeuille et du ministre de la Justice, s'ingénue à prendre des mesures de sécurisation? C'est le mal de spoliation. Et combien de fois n'avons pas dans la société congolaise, combien de fois nous n'entendons pas de plaintes sur les détournements, sur le bradage du patrimoine de l'État, des établissements publics et des entreprises publiques. Donc il était temps qu'il y ait une réflexion dans ce sens, et le fait que le garde des Sceaux ait eu déjà, en concertation avec son collègue du portefeuille, à réfléchir sur cette thématique, il était donc important que nous puissions associer également notre savoir-faire, notre connaissance, notre expertise et notre expérience en la matière pour enrichir davantage et expliquer davantage ce travail. Voilà pourquoi, pour schématiser la compréhension de ma communication, je vais commencer d'abord à circonscrire le cadre des acteurs qu'on doit sécuriser, dont le patrimoine doit être sécurisé. Ces acteurs-là sont bien spécifiés dans la thématique. C'est l'État, ce sont les établissements publics et services publics, mais aussi les entreprises publiques. Après avoir circonscrit le sens et la notion de ces trois acteurs, nous allons comprendre pourquoi dans notre système ici, il était important de protéger leur patrimoine. Et par quel mécanisme? Surtout que aujourd'hui nous avons un peu ces janus juridiques, si je peux l'appeler ainsi, où nous avons d'un côté les règles de droit des lois d'art et de l'autre côté la persistance de quelques règles de droit interne. Voilà pourquoi je parle des janus, c'est-à-dire ce droit à deux têtes qui permettent, n'est-ce pas, d'assurer la protection de ce patrimoine. Je n'irai pas en profondeur, et je me limiterai à poser les instruments de cette protection qui sont issus de ces janus, en faisant une part large, vous comprendrez le contexte, au dispositif national, parce que je ne voudrais pas brûler la politesse, n'est-ce pas, à mes co-conférenciers qui vont intervenir sur le dispositif de l'OHADA, le double dispositif qui permet quand même de protéger le patrimoine de ces entités, savoir les humilités d'un côté et les insaisissabilités d'un autre, mais qui sont sur de strates totalement différents en termes de fondement juridique au moins, bien que les résultats au final soient les mêmes, parce que quand vous êtes bénéficiaire d'une immunité d'exécution, au final, c'est votre patrimoine qui est, n'est-ce pas, épargné. Et de même, lorsque vous êtes bénéficiaire des insaisissabilités, c'est aussi votre patrimoine. Donc au final, on arrive à la même direction, mais en empruntant deux voies différentes, n'est-ce pas? La voie des insaisissabilités et la voie des humilités. Et donc, ce double mécanisme, cette double détente va être explicité, n'est-ce pas, dans les détails par mes co-intervenants. Et moi, je me limiterai sur le principe et prendre l'aspect du droit interne qui interagit dans tout cela. Cela étant dit, je vais, pour que nous puissions bien nous comprendre, circonscrire les concepts. J'aime bien un philosophe allemand, Wittgenstein, qui disait que les mots ne sont pas des tonneaux. Les mots sont des appels à penser. Ça veut signifier que lorsque nous voulons comprendre la quintessence d'un concept juridique, il est toujours important de les définir comme ça, tout le monde a la même acception. De quelle protection parlons-nous ici? Nous parlons de la protection du patrimoine des personnes publiques. Et le ministre d'État ajoute des services publics ainsi que des entreprises publiques.
l'État, je ferai offense aux juristes que vous êtes ici, nombreux dans la salle, que de les définir. Vous allez m'épargner que je ne puisse pas épiloguer là-dessus parce que je considère comme des prérequis. En revanche, pour les établissements publics, je voudrais quand même dire un mot là-dessus parce que nous avons aujourd'hui dans notre système juridique une loi qui est venue préciser la notion des établissements publics. C'est la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant régime général applicable aux établissements publics. Et donc, tout service qui est créé pour le besoin d'intérêt général et à qui l'État donne la personnalité juridique, ce texte le qualifie sans équivoque, n'est-ce pas, d'établissement public. Et nous pouvons le voir, n'est-ce pas, dans cet article 2 de la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008, qui dit ceci: l'établissement public est toute personne morale de droit public créée par l'État en vue de remplir une mission de service public. Et donc, lorsque l'État crée un tel établissement public, il lui fait doter d'un patrimoine, et ce patrimoine doit être protégé. De même, en ce qui concerne le service public, ici, la différence, c'est que les services publics, c'est toujours une structure que l'État crée et met en place pour atteindre une mission d'intérêt général, mais à la différence, il ne lui fait pas doter de la personnalité juridique et donc, par principe, il n'a pas, n'est-ce pas, un patrimoine propre à lui. On parlerait bien plutôt du patrimoine affecté, n'est-ce pas, à un service public. Pour l'entreprise publique, alors là, ça peut choquer, mais telle est la volonté du législateur. Lors de la réforme de 2008, le législateur a voulu que la notion d'entreprise publique soit définie par l'article 2.b de la loi EC, de la loi 08/010 du 7 juillet 2008, de la manière suivante. Est entreprise publique toute entreprise du portefeuille de l'État dans laquelle l'État ou autre personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité absolue du capital. Cela veut signifier qu'en droit congolais, et il est important de le préciser, notamment pour des experts qui viennent d'ailleurs, dont la notion d'entreprise publique a d'autres connotations en termes, par exemple, d'établissement public épique. Chez nous, ici, en RDC, depuis la réforme de 2008, lorsque nous parlons de notion d'entreprise publique, cela exige d'abord, qu'il y ait une société commerciale. Donc, l'entité doit avoir la forme sociétaire. Parce qu'en avril 2024, lorsque nous discutions en marge d'une formation que j'assurais à Lomé, les implications du nouvel acte uniforme, surtout en ce qui concerne la nouvelle formule de l'immunité d'exécution et des incessabilités, en ce qui concerne la place du droit interne, je ne savais pas que ça allait me conduire peut-être ici. Certes, il m'en avait fait peut-être la promesse, mais c'est devenu une réalité. Je remercie à tous les invités. Je ne peux pas faire un ordre protocolaire au risque de me perdre, mais étant magistrat, j'ai compris qu'il y a le premier président de la cour d'appel. Alors bon, je suis un juge de première instance et quand le premier président est là, je rentre normalement dans mes petites sociétés. Alors, je ne donne qu'une réflexion technique. Mon intervention sur la cohérence du décret s'inscrit dans l'hypothèse de sa conformité avec le droit communautaire. J'imagine que tout le monde est juriste, mais ce n'est pas toujours possible que ce soit. Jusque-là, nous parlons d'acte uniforme. C'est un dispositif communautaire qui réunit 17 pays. Et les lois qui sont prises dans ce cadre ont une portée supérieure à nos lois. Alors, c'est ce qui est l'acte uniforme, qui a été adopté d'ailleurs ici. L'acte uniforme s'appliquant dans 17 pays, est-ce qu'il y a la possibilité d'exception législative nationale? C'est ce de quoi je devrais présenter. Alors, autrement,
est-ce que le décret s'inscrit dans la philosophie aussi bien de l'acte uniforme ou bien dans la philosophie même recherchée par l'acte uniforme, parce qu'on est en mesure d'exécution. Maître Wambo tout de suite a dit que ça ne sert à rien de dire qu'on a droit à un procès équitable lorsque la décision qu'on doit obtenir au bout d'un long chemin procédural ne va pas être exécutée. Alors il y a toute une philosophie de l'exécution. Alors donc, c'était d'abord la justification de cette humilité, la place du droit interne, mais les deux interventions qui m'ont précédé ont déjà abordé une partie, je ne vais pas revenir amplement dessus. Pour la justification de l'unité d'exécution, permettez-moi de retenir 2 points, et même de l'unité d'exécution et des instabilités. Le premier point est que, ça a déjà été souligné d'ailleurs, c'est la continuité du service public. Il y a certains biens, même lorsqu'elles appartiennent à des personnes privées, la saisie peut compromettre complètement la continuité du service public. Donc il faut assurer une certaine protection. La deuxième explication, c'est les règles de la comptabilité publique. Alors on dit que l'État bénéficie de l'immunité d'exécution. Je ne suis pas très fort en comptabilité publique, mais quand on parle du budget de l'État, on parle de recettes et de dépenses. Alors, du coup, si on n'a pas prévu de possibilité de payer des décisions qui interviendraient, ça va perturber un peu le fonctionnement du budget. Alors, c'est les explications principales. Alors, ça a été déjà abordé. Je vais directement à la logique du décret. Alors, la distinction a été faite aussi bien par Mwambo que par le professeur congolais, Kolongele, sur l'apparentement entre l'immunité d'exécution et les insaisissabilités, à tout le moins au niveau des effets. Alors, on remarque souvent, d'ailleurs, qu'on utilise une des notions pour expliquer l'autre. Et le décret est intervenu dans ce cadre de 2 manières. Fixer la liste des biens insaisissables, telle que prévue par l'article 51.10 de l'acte uniforme, ça a été répété, les biens insaisissables sont aussi ceux qui sont déclarés insaisissables dans les États. Et comment on peut déclarer des biens insaisissables dans les États? Il faut parfois normatif, soit c'est la voie réglementaire ou la voie législative. Et le décret, à son article 2, a aussi fait une extension partielle, j'allais dire judiciaire, de cette insaisissabilité pour dire que toutes les personnes autres que celles qui sont citées dans le décret peuvent, lorsque le bien est saisi, saisir la justice ou le ministère public pour aménager l'exécution. Donc c'est ce que j'appelle, c'est propre à moi, une extension partielle judiciaire. Alors le complément de l'article 10, l'acte uniforme ayant renvoyé à la loi nationale, en tout cas au droit national pour la détermination des biens insaisissables, et le décret disant que les biens des entreprises publiques, des services publics et de l'État et des établissements publics ne peuvent pas être saisis, c'est bien en conformité avec cette disposition de l'article 51-10. Alors, les établissements publics, mon prédécesseur Kolongele a bien distingué la notion d'entreprise publique qui intègre par moment les établissements publics, parce qu'il faudra savoir que si ici, vous avez décidé en 2008, je crois, que les entreprises publiques vont être classées soit à des sociétés commerciales soumises au droit commun ou à des établissements publics ou complètement dissoutes, il faudrait savoir que dans tous les pays de l'espace, ce n'est pas la même chose. Traditionnellement, il est distingué entre établissements publics à caractère administratif et établissements publics à caractère industriel et commercial, devenus sociétés d'État ou sociétés d'économie mixte. L'acte uniforme n'a renvoyé pour l'immunité d'exécution qu'aux établissements publics sans autre précision. Ce qu'il faut savoir, ailleurs, je rappelle que l'acte uniforme dont nous parlons s'est beaucoup inspiré de la réforme en France du 9 juillet 1991
11 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Et là-bas en France, dont nous sommes inspirés, il est dit à l'article L 2311 du Code général de la propriété des personnes publiques que les biens des personnes publiques mentionnés à l'article L1 sont insaisissables. Donc, les biens des personnes publiques énumérés à l'article L1 sont insaisissables. Ça, c'est là-bas en France. Mais cet article L1 dit quoi? Il dit que le présent code s'applique aux biens et aux droits à caractère mobilier ou immobilier appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, et précise bien, ainsi qu'aux établissements publics. Alors, ainsi qu'aux établissements publics, et en France, qu'est-ce qui constitue les établissements publics? La justice française, qui allait correspondre, la Cour de cassation, qui allait correspondre dans les États de l'espace OHADA, à la Cour commune de justice et d'arbitrage, donc ici c'est la Cour de cassation, qui dit que s'agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l'insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d'exécution de droit privé. Autrement, il s'agit des établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial, l'immunité d'exécution leur profite. Autrement, les sociétés d'État, donc 100% du capital, bénéficient en France. Et ces établissements, vous en connaissez beaucoup. Il y a Air France, il y a la SNCF, il y a la RATP, il y a l'Office national des forêts, il y a les ports autonomes. En France, ce sont les sociétés d'économie mixte qui ne bénéficient pas de l'immunité d'exécution. Encore ailleurs, dans mon pays, au Burkina Faso, l'article 23, alinéa 2 de la loi numéro 08-2017 AN du 23 avril 2017 portant statut de l'agent judiciaire de l'État dit que les décisions constituant l'État et ses démembrements débiteurs ne peuvent faire l'objet de mesures conservatoires, d'astreinte ou d'exécution forcée. Donc l'État et ses démembrements ne peuvent être poursuivis pour exécution. Mais qui constitue au Burkina Faso les démembrements de l'État? C'est l'article 2 de la loi numéro 025-1999 du 16 novembre 1949, vous dites 99, excusez-moi, 99, portant réglementation générale des sociétés de capitaux publics, qui dit que constitue des démembrements de l'État les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'État. Donc, ce qui est société d'État ici soumis au droit privé au Burkina Faso est un démembrement de l'État. Donc, vous voyez faire la relation pour dire que lorsque l'article 30 dit que l'immunité d'exécution bénéficie aux personnes morales de droit public, notamment avec l'usage de mots notamment, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Au Burkina Faso, nous ajouterons les sociétés d'État parce que ce sont des démembrements de l'État et c'est toute logique. Au Tchad, c'est beaucoup plus à côté, il me semble. La note circulaire numéro 14 PCMT PMMJCDH du 24 août 2021, conformément à l'article 30 de l'acte uniforme. Donc par cette note, le ministre de la Justice a inscrit la Société nationale d'électricité sur la liste des personnes morales et physiques qui bénéficient de l'immunité d'exécution. Alors du coup, au Tchad, la Société nationale d'électricité les biens ne peuvent être saisis. Et pour appliquer cette ordonnance, le président de la Cour suprême, par la décision numéro 91 CSCJ 2024, il a suspendu une exécution qui était dirigée contre la Société nationale d'électricité. Pourtant, lorsqu'on revient à la jurisprudence, d'ailleurs, ce n'est pas qu'une seule décision, il y a beaucoup de décisions venant de la République démocratique du Congo qui ont impulsé une dynamique, parce qu'il y a d'abord la société, l'arrêt sur la Société des grands hôtels du Congo en 2018, mais il y a surtout la société et la décision qui concerne la SNEL
Société nationale d'électricité, la même chose qu'au Tchad. Au Tchad, on ne peut pas saisir, mais si on suit la jurisprudence de la CCJA, on peut saisir la même société au Congo. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on pourrait dire que l'immunité d'exécution a son domaine et les insaisissabilités ont leur domaine, mais qu'il s'agisse des insaisissabilités ou de l'immunité d'exécution, il y a que on aboutit aux mêmes effets. Le bien qui en est l'objet ne va être saisi. Alors, est-ce que le décret pris conformément au texte de l'OIDA, même à la jurisprudence, est en porte-à-faux avec l'acte uniforme? Pas du tout. En tout cas, de mon point de vue, le décret est bien conforme. Retenez bien que la jurisprudence dont l'évolution a été donnée tout de suite par Omambo n'a pas été repris entièrement dans ses motivations par la réforme de l'acte uniforme. Parce que dans la jurisprudence qui s'est limitée, enfin, dans l'arrêt le plus décisif est l'arrêt de 2022 en ce qui concerne Estagri contre la SNEL, a dit que même si la société, parce qu'elle est soumise au droit privé, même si l'État détient 100% du capital, même si la société poursuit une mission de service public, on peut saisir ses biens. Mais l'acte uniforme a certes voulu peut-être que les sociétés soumises au droit privé ne bénéficient pas de l'unité d'exécution, ou en tout cas pas de l'insaisissabilité, mais il a amorti le choc et le décret s'en est fait aussi l'écho, parce que le décret renvoie à un moment à l'article 32 et 30-2, et c'est ce que j'appelle extension judiciaire. Il y a un désordre caractérisé dans tous les États nationaux, il y a une indiscipline caractérisée. Les responsables des services sont partout, sauf là où ils doivent être. Les responsables des services font tout, sauf ce qu'ils doivent faire. Voilà des mots qui vont jouer. C'est pourquoi il faut une justice forte qui impose de l'ordre. Comme dit le chef de l'État, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Je suis désolé, mais à mes moments perdus, des détentes, j'aime suivre Poutine. À mes moments de détente, que j'aime suivre Kim Jong-un, de la Corée du Nord. Je suis très impressionné par ces deux personnes que je prends pour modèle à tous égards. À chaque fois que je me sens coincé par la force de la mafia, je suis ces gens et je me récoquifie, je me renforce dans la détermination à pouvoir rendre le mal. Il faut s'en souvenir. Tant que nous n'allons pas s'en souvenir, quelles que soient les réformes, ça ne servira à rien. Il faut fouetter, il faut chicoter, il faut révoquer. Et c'est pourquoi, moi, dans mon cabinet, j'en suis peut-être à 100 suspensions déjà. Administration comme membre du cabinet, ça ne blague pas. Chacun doit faire son travail et vous êtes évalué chaque semaine. Je vous donne un exemple. Monsieur le DG de GFM a dit tout à l'heure que le bien, les avoirs de GFM ont fait l'objet des saisies. Je pose la question au juge, est-ce que c'est légal qu'une décision de justice puisse confirmer la saisie des biens d'un établissement public?
Quelle est la base légale? Si ce n'est l'intention de détourner, de piller les ressources de l'État, en dehors de cela, il n'y a pas une autre justification. Le gouverneur de Kinshasa, la ville ici, je crois que son directeur est dans la zone du gouvernement. Tous les avoirs du gouvernement saisis. Est-ce que, même au regard de notre arsenal politique, est-ce qu'on peut saisir les avoirs du gouvernement? Donc, sur quelle base il y a des décisions de justice qui confirment ces saisies? Voilà. Et tout ceci se passe en toute impunité. On n'interdit pas le juge qui commet ce genre de bêtises. Et on interdit au ministre de citer les juges. On dit outrage au magistrat. Il y a un problème. Chers compatriotes, c'est choquant quand on voyage à l'étranger. On voit ce que les autres font de leur nation. Et que l'on revient ici, on se rend compte que nous étions comme dans une espèce d'enfer anticipé. Nous vivons déjà dans l'enfer. Même ceux d'entre nous qui forcément iront au paradis comme moi. Mais on nous force à vivre dans l'enfer. Non, je refuse de vivre dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe d'individus, un groupe de citoyens, en fait, qui ont décidé de s'accaparer de toutes les richesses du pays. Tantôt en utilisant des petites formules juridiques malicieuses, au lieu d'utiliser notre intelligence pour construire le pays, nous utilisons notre intelligence pour trouver des subterfuges pour faire du mal au peuple et à notre pays. C'est inacceptable. C'est pourquoi face à la barbarie, il faut des méthodes barbares. Face à la violence, il faut de la violence. Lorsque vous êtes juge, vous violez sciemment le droit à rendre une décision. Cette décision ne sera pas appliquée. Très bien. De manière beaucoup plus claire. Parce que vous l'avez fait sciemment. Pour piller les ressources de l'État. Pour handicaper, vous imaginez, vous bloquez les comptes d'un gouvernement de province. Vous attendez à voir. Et pendant ce temps, nous sommes en train de nous plaindre que voilà, la ville est sale. Voilà, rien ne marche, les caniveaux, il faut le curer. On va les curer avec quoi? Et il y a un monsieur responsable, il met bien sa cravate et le matin, il sort de sa maison, il dit aux enfants, je vais où? Au travail. Il va au travail pour délivrer son propre état, la vie de ses propres enfants. Ce que je voulais vous dire, c'est que avant de prendre une décision, il faut toujours regarder vos enfants, nos enfants. Car nous l'aider à ces enfants. Nous avons regardé Gombe ici. Gombe ne nous appartient plus. Et nous allons nous lever un bon matin et un groupe d'individus qui déclarent l'indépendance, qui revendiquent, n'est-ce pas? Qui revendiquent l'espace Gombe. Parce que nous avons décidé nous-mêmes de spolier nos propres terres, les terres de nos ancêtres, les terres de nos pères. Et c'est avec des décisions de justice. Il faut que toutes les brebis galeuses, que ce soit au niveau de la magistrature, que ce soit au niveau de l'avocature, que ce soit au niveau de l'Oussaria, toutes les brebis galeuses, à la base de la déliquescence de l'État, soit arrêtées, soit appréhendées. C'est pourquoi je voudrais vous inviter tous à vous mobiliser, tous à nous mobiliser contre
Donc c'est la mafia qui est à la base de la déliquescence de l'État, secteur par secteur. Le portefeuille, on parle pas. Nous sommes en train de parler des entreprises publiques, des établissements publics. L'État a consenti beaucoup d'efforts. Mais maintenant, gare à tous les DG qui vont s'amuser et à tous les directeurs juridiques. Et monsieur le ministre du portefeuille vient de le dire. Nous serons très regardants dans la gestion. Il n'y a plus d'ailleurs des saisies. Depuis un certain temps, il n'y a plus de saisies. Les quelques saisies qui existent actuellement, c'est des arriérés. Ça veut dire que nous attendons une nette amélioration dans la maximisation des recettes. Sinon, nous allons sortir notre chien des gardes pour pouvoir s'occuper substantiellement de tous les mandataires véreux qui se cachaient derrière des saisies, des ventes pour piller les ressources. C'est pourquoi nous accélérons les réformes sur le parquet financier. Le jour où nous allons effectivement mettre en branle, pas des arrestations théâtrales, non. On arrête un détournement de délits publics, on confisque ce bien, donc on tend vers là. On instaure la confiscation de biens en attendant les jugements. Dès que tu es déjà en instruction préjuridictionnelle devant le magistrat du parquet financier qui va bientôt voir le jour, dès que tu es là, on instruit et directement on confisque tous les biens. Parce qu'on assiste à quoi? On assiste aux poursuites. On arrête. Il y a point libère. Pendant ce temps, la personne a empoché 5 millions de dollars, 10 millions. Il s'entend, c'est un réseau. Oui. C'est écoute, je vais passer une année en prison, on va oublier. Pendant ce temps, mon argent regardé, etc. Je sors et je vais continuer à utiliser mon argent. L'argent de l'État. Donc il faut remettre de l'ordre. Et c'est là que j'aime bien la rigueur, un peu qui à rendre une seule décision de justice. Au mépris du droit à la vie de ce dénoncer. Moi, ministre de la Justice, j'ai le pouvoir de saisir la chambre de discipline. Et ce juge sera sanctionné automatiquement. Donc j'invite toutes les banques à pouvoir ne pas se plaindre, à me saisir directement. Et nous mettrons en place tous les mécanismes possibles pour pouvoir, lorsque nous allons sanctionner 2, 3, 4 d'entre eux, je crois que ça va remettre de l'ordre dans le secteur. Donc ne vous plaignez plus, l'État est là pour vous protéger. Mais en même temps, s'agissant du climat des affaires, nous sommes là pour vous aider à l'améliorer. Désormais, il n'y aura plus des exécutions barbares, comme ce fut le cas par le passé. Dénoncer toute exécution barbare dont vous êtes victime. Parce que les mécanismes ont été mis en place, les réformes ont été prises pour pouvoir vous protéger. Tout celui des récalcitrants qui va s'amuser à se croire au-dessus de la loi, croyez-moi, sera sanctionné. J'aime bien le chef de l'État, je crois que mon collègue Jean-Lucien du portefeuille, le chef de l'État est dans une autre dynamique. Nalinga la balobaso moni mwana susu azovinga loba mama na yazana. Avant, le problème était qu'il y avait de la complaisance. Et quand les ministres de la Justice ou ministres du portefeuille, les premières semaines, ce sont des sollicitations, ce sont des propositions où on veut te faire entrer dans la mafia. Les 2 premières semaines, c'est ça la tentative. Je reçois des opérateurs, non, moi je t'offre une jeep, moi je t'offre une maison, moi je t'offre ceci,
L'avantage avec nous, dès la première semaine, nous avons dit non, stop. Je peux voir. Dès que nous avons dit stop, yes, on a fait arrêter 2 ou 3 d'entre ceux qui se sont amusés à venir comme ça. Je peux vous rassurer que je n'ai plus jamais reçu moi d'opérateurs économiques qui viennent avec des cadeaux dans mon dos. Dans la plupart des cas, je m'interroge d'ailleurs. Je ne reçois que des justiciables de la classe moyenne qui viennent se plaindre. Je dis ça. Et du coup, ça me construit une telle indépendance de juger les cas en âme et conscience. Donc sachez que ce gouvernement soumis moi, pour le 2e mandat du chef de l'État, nous n'avons pas reculé un seul pas sur la question du redressement de l'État. Et le redressement de l'État passe par la justice. Et je vous dis, lorsque nous allons réussir à redresser la justice, comme vous venez de constater, notre budget va atteindre 50 milliards, va atteindre 100 milliards. Et c'est possible. Il suffit qu'au niveau des miniers, les opérateurs miniers respectent le code minier, que les banquiers, que tous ceux qui travaillent dans les secteurs de l'économie, les grands fournisseurs, respectent les lois de notre pays pour que, les prix de biens, le taux d'échange ici puisse se stabiliser. Mais tous ces gens se sont joués de l'anarchie, du désordre et de l'impunité. Ils viennent chez nous, quoi que le gouvernement prenne des mesures d'allègement fiscaux, puisqu'ils sont dans les réseaux, ils en profitent plutôt pour faire des super profits. C'est comme ça que c'est l'économie souterraine qui prend la place de l'économie réelle. Du coup, en réalité, ce sont ces opérateurs économiques qui tiennent l'État au lieu que ce soit l'État qui puisse le tenir. Voilà la difficulté. Et impunément, vous verrez que c'est eux qui fixent même le taux d'échange. Au réveil au matin, au dollar, au temps. Ces histoires-là, ça va prendre ces histoires. Parce que nous allons frapper 2-3 grands fournisseurs, 2-3 grands opérateurs, si c'est des étrangers, expulsés du pays. Vous verrez que les choses vont se redresser de soi. Là, nous sommes en train d'attendre un décret sur les allègements fiscaux. J'aurai une réunion avec le vice-premier ministre de l'économie, avec tous les opérateurs et fournisseurs de biens. On a allégé, n'est-ce pas? N'est-ce pas que le gouvernement a allégé? Ok, vous maintenant continuez à faire la spéculation des prix sur le marché. Il y a que dans ce pays, on s'est amusé avec l'État pendant des décennies. Lorsque Poutine prend le pouvoir vers les années 99, il s'est attaqué à l'oligarchie. Il a dit à tous les oligarques, écoutez, retournez plus la moitié de vos avoirs à l'État. Et je ne veux plus que vous puissiez vous mêler de la politique. Elle a censuré. La Russie n'était pas la Russie d'aujourd'hui. Et ça s'est redressé automatiquement. On a besoin plus que jamais de la restauration de la censure. On peut critiquer la méthode. La méthode est barbare, mais c'est face à la barbarie qui est imposée par les opérateurs. Il y a que dans ce pays où un étranger peut venir et violer allègrement la loi. Il est venu ici avec 10 $ et il rentre dans son pays avec 1 milliard, 2 milliards, 3
3 milliards de dollars sans rien laisser à l'État. Et avec cet argent, ils commencent à acheter même nos propres dirigeants, nos propres autorités. Et il vous dit, à ça l'année l'autre. Tout ça est désormais fini. Tout ce que moi je vous demande, c'est d'informer. Informer. Nous avons mis en place des outils pour pouvoir recevoir des dénonciations. Vous savez, l'excellent Jean-Lucien l'a dit, ce n'est pas 1000 personnes qui développent un État, qui donnent l'impulsion, c'est bon. Ça part toujours de 2, 3, 4 personnes. Le chef de l'État a déjà la volonté. Même dans ce gouvernement, il a besoin des 2, 3, 4, 5 ministres coriaces dans les secteurs stratégiques pour impulser le pays. C'est fini. Et croyez-moi, la justice qui vous a fait pleurer pendant des années ne vous fera plus jamais pleurer. La justice qui était qualifiée de malade, cette justice est guérie au nom de Jésus. Nous allons remettre des normes pour vous accompagner ici. Vous savez la difficulté pour chaque dirigeant, je parle ici des noms des dirigeants, c'est généralement les hommes. On a difficile à trouver des hommes qui portent réellement. C'est très difficile. Tu peux diriger une entreprise, tu ne peux rien faire si tu as une mauvaise, entourage, si tu n'as pas des hommes. Ce n'est pas au chef de l'État de venir protéger l'invisible des citoyens contre la spoliation. Ce n'est pas au chef de l'État de descendre sur une Afrique pour pallier. Ce n'est pas au chef de l'État de plutôt la vision. Il revient à nous, ces ministres. Il revient aux magistrats, aux juges, aux chefs des juridictions, chacun de ces qui nous concerne, de faire ce travail sans complaisance. Vous verrez que les grands développements va se construire automatiquement. Et je vais conclure enfin par là. Donc sachez que si vous attendez de moi d'échanger des méthodes de travail, vous vous trompez. Bien au contraire, je vais renforcer la fermeté vis-à-vis de tous ceux qui, pendant des années, ont détruit notre pays. Dans les décennies qui suivent, il faudrait que tous les étrangers soient aussi évacués chez nous pour se faire soigner ici, comme c'est fait le cas par le passé. Il faudrait que dans les décennies qui suivent, que tous ces étrangers qui sont en dehors de nos frontières viennent faire étudier leurs enfants chez nous, comme c'est fait le cas par le passé. Il faudrait en fait que désormais notre pays soit ce paradis où il fera des enfants. Et cela nécessite l'impérativement les uns des autres. Et découragement est à moi. Une vraie réforme qui ne rencontre pas des résistances n'en est pas une. Moi, je suis très content des résistances que parfois je rencontre dans toutes ces réformes. Et c'est très bien, ça veut dire que c'est des véritables réformes qui font mal. Et je veux vous demander de pouvoir vous engager tout comme ça. S'agissant de la campanisation, la méthode était simple. D'abord, lorsqu'on est intelligent, il faut éviter d'aller dans le type, dans la discrimination. Si vous voulez bien gouverner, obtenir des résultats. Ça veut dire que vous posez le principe. Les résultats, pour nous, c'est de maximiser les recettes. C'est de lutter contre le volage des recettes publiques. C'est de lutter contre la corruption. Et lorsque vous posez la question, on vous dit qu'il y a une inefficacité du système bancaire qui est appelé à capter ces ressources. Le principe, c'est qu'il faut ouvrir, en protégeant évidemment Cadeco. Le climat des affaires fait aussi que les banquiers ne puissent pas considérer que lorsqu'ils viennent investir chez nous, ils emploient des milliers et des milliers de jeunes, que l'État prend parti pour une société quelconque. Donc tout ceci se construit dans une dynamique pour en même temps protéger l'industrie locale, encourager les
les investisseurs étrangers qui viennent investir chez nous. Puisqu'en fait, c'est les privés qui est créateur de l'emploi. Jamais l'État à lui seul ne saura résoudre la question de l'emploi. Donc il faut encadrer tout ceci. Et nous allons effectivement encourager Caneco à pouvoir s'inscrire dans cette nouvelle dynamique et nous allons l'accompagner dans la localisation de cette politique. Encore une fois de plus, je vous remercie pour l'attention. Nous allons poursuivre les réformes, poursuivre les réflexions. N'hésitez pas à venir vers nous pour des propositions concrètes qui peuvent aider à réformer les choses. Encore une fois de plus, défendons pour pouvoir régresser dans notre pays. Nous n'avons que ce pays. Nous n'avons que ce pays. Si en 60, les partis ne se sont battus pour l'indépendance, dont nous prévalons aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de pouvoir le détruire. Nous n'avons pas le droit. Comme je disais à quelqu'un, je suis jeune, je pouvais, ministre d'État, ministre de la Justice, c'est trop de pouvoir. Le chef de l'État m'a donné trop de pouvoir comme ministre de la Justice, peut-être que vous ne réalisez pas. Je pouvais me retrouver à boîte tous les jours comme tous les autres jeunes. Je pouvais accepter d'entrer aussi dans la mafia, donc prendre une maison ici, prendre des femmes là-bas, etc. Mais si nous tous nous laissons corrompre normalement, quel est-il encore pour nous? Pourquoi devrions-nous continuer à envier les autres nations? Nous tous, nous sommes sur nos TikTok, nous voyons comment nous faisons l'apologie des Traoré, mais c'est un jeune de mon âge. Mais est-ce que vraiment nous devrions, lorsque nous entrons sur nos TikTok, voir simplement les jeunes en train de danser, en train de s'insulter? Est-ce que ça fait la fierté? Que c'est rare de voir que le chef de l'État fait confiance en un jeune qui soit capable d'impulser une dynamique de réforme, capable d'être un modèle, comme ce fut le cas par le passé. Aujourd'hui, nous appelons les Doumbia, les Sonko, et bien d'autres, les Malema. Mais c'est des jeunes. Mais c'est des jeunes comme vous et moi. Donc lorsque vous voyez un jeune refuser des avantages, refuser de l'argent, de les jeunes, il faut l'applaudir, il faut l'encourager. Pour que autant nos musiciens que j'aime bien ont réussi à influencer la jeunesse pendant des décennies, cette fois-ci ce soit l'intelligence, c'est les patriotismes et les nationalismes qui influencent cette nouvelle génération. Et avec ça, les années qui viendront, ce qu'on nous va se redresser et c'est toute l'Afrique qui s'influencera. Donc j'y crois fermement. Et avec cette nouvelle dynamique, ça encourage même le chef de l'État à continuer à nommer davantage les jeunes de notre génération, car ils font la différence, ils portent réellement ces engagements et ils portent réellement les nationalismes et le patriotisme. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à venir vers nous, n'hésitez pas de nous voir. Nous sommes humains, nous pouvons commettre des erreurs. Si erreur il y a, je veux bien commettre ces erreurs dans l'action qui est dans les nations. Donc venez vers nous. S'il y a des propositions, nous allons pouvoir les recevoir et nous soumettrons à qui les droits pour implémentation et exécution. C'est par ce nom que je tenais à remercier de votre assistance. Je vous remercie. Sacré de votre solidarité. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité.
Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.